Alors, bonjour à tous et bienvenue à cet énième atelier sous le thème la virtualisation sous la virtualisation Hyper-V sous Windows 10 et Windows 11. Hein. Donc c'est un plaisir de vous avoir encore pour ce deuxième atelier virtuel et gratuit. Alors nous allons commencer. Comme vous l'avez annoncé, dans les objectifs de cet atelier. Vous vous rappelez, l'objectif c'est quoi? Vous êtes un IT, je ne sais même pas, un administrateur réseau ou système, ou un informaticien, mais vous aimeriez par exemple tester une application. Alors vous ne voulez pas affecter votre machine, votre PC. Local ou votre machine au niveau du service ou un serveur en production. Alors vous vous demandez qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous n'avez pas d'autres machines physiques, vous n'avez que ces serveurs-là, vous n'avez que ces PC-là. Alors ça peut représenter un obstacle hein, lorsque vous vous retrouvez dans une telle situation. Heureusement, avec la virtualisation, on peut s'en passer de ces difficultés. Donc c'est ce que nous allons voir dans cet atelier. Nous allons d'abord comprendre c'est quoi la virtualisation. Nous allons comprendre les concepts de virtualisation. Et ensuite, nous allons parler d'une des solutions de virtualisation, Hyper-V. Et nous verrons également comment virtualiser des machines et les faire communiquer à travers un réseau. Bien sûr, un réseau virtuel aussi. Et avant d'entrer dans le vif de notre atelier, parlons un peu du concept de la virtualisation. En fait, c'est quoi la virtualisation? Là, je ne parle pas de la virtualisation de machines, hein, mais je parle du concept de virtualisation en général. En fait, la virtualisation en général, c'est créer une représentation logicielle ou virtuelle. Ça peut être soit des applications, des ordinateurs ou des serveurs, voire même des stockages, y compris aussi des réseaux. Et ça présente comme avantage réduire un peu les dépenses, comme on l'a dit tantôt, hein, s'acheter une autre machine ou d'autres serveurs. C'est beaucoup plus efficace et aussi agile. J'aimerais voir, apparemment, il y a quelqu'un qui sollicite d'entrer à la réunion. Non, il n'y a personne. Je ne sais pas si vous comprenez ces concepts-là. Donc, c'est une solution logicielle. Ou pour dire simplement, si nous voulons parler dans le cadre d'une machine, virtualiser une machine, c'est faire tourner une autre machine dans une autre machine, ou faire tourner un système d'exploitation dans un autre système d'exploitation. Sur un autre système d'exploitation, voulais-je dire. C'est ça, en fait, hein, si on peut dire un peu, de manière un peu, je dirais, terre à terre, c'est ça, la virtualisation. Et là, à travers une image, vous pouvez comprendre, si nous prenons le cas de la virtualisation des ordinateurs ou des machines, vous voyez à côté là, vous allez voir, il y a 6 machines, et chaque machine a une fonction bien précise. Ce soit une machine qui fait, ou un serveur qui fait office de serveur de mail, serveur des fichiers, serveur web, serveur de base de données, et j'en passe. Et là, vous imaginez, hein, on a des machines physiques, ça va prendre de l'espace dans un atelier, ça va consommer de l'énergie électrique, il faut de la maintenance. En tout cas, ça va demander beaucoup de choses pour les tenir en état, quoi. Maintenant, avec la virtualisation, on peut passer de ces 6 machines physiques à une seule machine, comme nous sommes en train de voir là. Donc, c'est comme si on prenait toutes ces machines physiques, on les mettait dans une seule machine. Et là, on se pose la question, mais comment c'est possible? Comment c'est possible de faire ça? J'avais 6 machines physiques et d'en avoir qu'un seul qui fait tourner 6 autres à l'intérieur.
Tout ça, c'est grâce à une solution. Et nous allons le voir très bientôt, c'est quelle solution, quelle technologie rend cela possible. Mais avant d'en arriver là, nous voulons un peu parler de ce que la virtualisation rend possible. En fait, la virtualisation rend possible le partage des ressources matérielles. C'est comme dans la présentation que vous avez ici devant vous. J'ai une machine, cette machine physique, mais cette machine physique va partager ses ressources matérielles. Et quand je parle des ressources matérielles, il s'agit de CPU, qu'on appelle communément le processeur. Il s'agit de la mémoire, que nous appelons aussi RAM. Il s'agit du stockage, que nous appelons communément disque dur. Et il s'agit aussi du réseau. Mais pour ce qui est du réseau, c'est optionnel, parce qu'une machine peut tourner sans avoir besoin d'un réseau. J'aimerais juste vérifier, il y a quelqu'un qui est en ligne. Voilà, je l'ajoute. Voilà. Alors, nativement, un système d'exploitation comme Windows 10, Windows 11, nativement, il ne peut pas partager ses ressources physiques avec un autre système d'exploitation. Mais ce qui rend possible la virtualisation, c'est la technologie qu'on appelle hyperviseur. Alors les hyperviseurs, c'est ça qui rend possible la virtualisation. Donc avec un hyperviseur, on peut créer des ressources, par exemple pour des logiciels ou des machines virtuelles. Un hyperviseur peut partager ses ressources avec d'autres machines. Donc il joue ces rôles-là, créer des ressources et partager ses ressources. Donc par création des ressources, par exemple, comme vous voyez dans l'image à côté, je crée une machine virtuelle, je lui donne une mémoire, je lui donne un disque dur, je lui donne une carte réseau, je lui donne un CPU, une ressource. Et ensuite, je partage mes ressources avec ces machines-là. Donc voilà la fonction d'un hyperviseur. Il y a une demande d'entrée. Voilà. Alors pour ceux qui viennent nous rejoindre, nous sommes en train de parler du concept de la virtualisation. J'aimerais juste rappeler rapidement. Donc la virtualisation, c'est faire une représentation ou créer une représentation logicielle ou virtuelle. Ça peut être soit des applications, de serveurs, du stockage, des réseaux. Dans notre cas, nous allons voir comment virtualiser des machines et comment virtualiser aussi un stockage et comment virtualiser aussi un réseau. Nous allons voir dans notre cas comment les faire. Et ça, comme avantage, on gagne en efficacité et en agilité. Donc, au lieu d'avoir des machines physiques, comme on voit sur l'image, ce qui est à ma gauche là, donc à votre droite, donc au lieu d'avoir des machines physiques comme ça, on a juste une seule machine physique et on partage les ressources de cette machine physique avec des machines virtuelles. Et comme je l'ai dit tantôt, ce qui rend possible ces partages de ressources, c'est l'hyperviseur. Parce qu'un système d'exploitation, de manière native, ne peut pas partager ses ressources avec d'autres systèmes d'exploitation. Mais grâce aux hyperviseurs, on peut créer des ressources et on peut partager ces ressources. Un peu comme vous voyez sur l'image là. En bas, vous voyez là, ça c'est un hyperviseur. Il a ses ressources. Les CPU, RAM, disque, réseau. Ça, c'est ça qu'on appelle les ressources. Et il les partage avec les machines virtuelles qui sont là. Maintenant, parlons un peu des hyperviseurs. Pour ce qui est des hyperviseurs, nous en disons qu'il y en a beaucoup et vous pouvez en choisir en fonction de vos besoins. Mais ils sont regroupés en deux types. Ils sont regroupés en deux types. Il y a des hyperviseurs dits de type 2. En fait, lorsque vous avez par exemple une architecture qui est petite, vous pouvez opter pour des hyperviseurs de type 2. Et déjà, vous en avez utilisé par exemple Oracle VirtualBox. C'est un hyperviseur de type D. Ceux qui sont dans l'informatique un peu il y a longtemps, Microsoft avait aussi un hyperviseur de type D appelé MS Virtual PC. J'en ai aussi utilisé. Mais il ne maintient plus cela depuis 2011.
il y a aussi VMware Workstation. Ce sont des hyperviseurs de type. Pourquoi disons-nous que ce sont des hyperviseurs de type D? En fait, ce sont des logiciels. Ces derniers s'installent sur des systèmes d'exploitation. Donc, Oracle VirtualBox, MS Virtual PC, donc, pour fonctionner, ils ont besoin d'un système d'exploitation. Donc, il faut l'installer au-dessus d'un système d'exploitation. Donc, il fonctionne comme une application. Et c'est les systèmes d'exploitation qui, en fait, les gèrent. Si, par exemple, vous vous retrouvez dans un cas, par exemple, vous avez une machine, vous avez installé, par exemple, Oracle VirtualBox, et d'ici, par exemple, vous travaillez avec AutoCAD. AutoCAD, c'est une application qui est, comment dirais-je, ceux qui font les bâtiments utilisent pour construire des architectures, des maisons, tout ça, des plans, pour faire des plans, voulais-je dire. Alors, si par exemple AutoCAD demande plus de ressources du système d'exploitation, le système d'exploitation peut donner à AutoCAD plus de ressources, ou soit 80-70% des ressources que AutoCAD veut, au détriment des Oracle VirtualBox. Vous voyez, hein? Donc, ça peut affecter alors le fonctionnement d'Oracle VirtualBox. C'est pourquoi ce n'est pas vraiment idéal d'utiliser ces hyperviseurs de type D dans les infrastructures d'entreprise, des entreprises de grande taille. Alors, les hyperviseurs de type 1, vous l'avez déjà deviné, ce sont des hyperviseurs qui sont particulièrement utilisés dans de grosses architectures réseaux d'entreprises. Alors, parmi ces hyperviseurs, nous pouvons citer ceux qui sont vraiment connus. Nous avons Exi. Les noms commerciaux de Exi, c'est ce qu'on appelle vSphere. Hein? Vous avez déjà entendu parler de VMware vSphere. Hein? C'est ça les noms de l'hyperviseur. En fait, c'est un système d'exploitation. Il est un OS. Donc, c'est lui qui gère directement les ressources matérielles d'un serveur physique. C'est pas qu'il s'installe sur un système d'exploitation. Non, lui-même, il est un système d'exploitation. Il s'installe et lui-même, il gère les ressources physiques du serveur sur lesquels il s'installe. Hyper-V, en fait, c'est une fonctionnalité dans Windows Server, par exemple, ou comme dans Windows 10, qu'on active, mais il fait aussi partie des hyperviseurs de type 1. Mais actuellement, même pour votre information, Hyper-V, maintenant, il a aussi maintenant un système d'exploitation. En fait, il s'installe plus comme un rôle, mais il s'installe aussi vraiment comme un OS. Microsoft a également développé cette nouveauté un peu comme Exi. On en parlera dans des formations un peu plus avancées. Alors pour Linux, on a aussi les KVM. Si vous avez regardé bien dans les formations que j'avais balancées, je prévois une formation pour Proxmox. Proxmox, en fait, c'est une solution de virtualisation qui exploite les KVM. Il y a encore Redact qui également, dont les noyaux c'est KVM. Il utilise les KVM comme un hyperviseur. Il y a aussi Xen. Xen est utilisé par Oracle VM, Citrix, Xen, Server, ainsi de suite. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Hein. Je pense que ce que vous pouvez retenir, on distingue deux types des hyperviseurs de type 2 pour des petites architectures. Donc, ce sont souvent des applications, des logiciels qui s'installent sur des systèmes d'exploitation et des hyperviseurs de type 1 qui sont pour des grandes architectures. Généralement, ce sont des OS qui eux-mêmes prennent soi-même le contrôle des ressources matérielles d'une machine physique. Alors maintenant, ce n'est pas un atelier théorique, nous n'allons pas nous attarder sur la théorie, nous allons maintenant dans la pratique voir, je vais partager maintenant l'écran de mon ordinateur tout entier. Voilà, nous allons maintenant voir dans la pratique comment installer, parce que notre atelier c'était d'installer Hyper-V sous Windows 10. Voilà. Je vais vous montrer. J'ai créé cette machine virtuelle. C'est Windows 10. Hein? J'ai créé cette machine virtuelle. Maintenant, comment activer Hyper-V? Vous n'avez qu'à aller dans les paramètres. Hein? Vous voyez, paramètres, settings. Ensuite, vous allez vous rendre dans App. Et lorsque vous êtes dans App, ici, voilà, vous allez juste descendre
Descendez, descendez. Et vous allez activer. Hein, parfois, ça se met aussi à côté, hein, parce que mon écran est petit. Hein. Vous verrez Programme and Features. Désolé, les amis, moi, je travaille beaucoup plus avec les systèmes en anglais. Et puis ici, vous allez dans Turn Off, Windows et Features. Et voilà, vous allez voir la fonctionnalité, elle est là. Et vous aurez juste à activer cette fonctionnalité. Vous l'activez. OK. Oui. Voilà, je vais recommencer la procédure. Donc, vous allez dans Settings ou Paramètres, hein, si vous avez une machine en français. Paramètres. Et vous allez dans Applications. Et dans Applications, vous allez voir Programme et fonctionnalités en français, hein, Programme and Feature. Dans Applications, là où il y a la liste de vos applications, vous cliquez. Et vous allez voir ici Activer les fonctionnalités Windows. Activer ou désactiver les fonctionnalités Windows. Vous allez là. Et dans les fonctionnalités, vous allez voir Hyper-V. Avec les machines physiques, hein, ça va vous demander de redémarrer la machine. Une fois quand vous les redémarrez, ça sera. Mais rassurez-vous que votre machine supporte la virtualisation. Et ça, généralement, ça se fait dans le BIOS de la machine. Vous allez voir une fonctionnalité en rapport avec la virtualisation. Alors, c'est difficile de vous montrer parce que je ne sais pas quel type de machine vous utilisez. Vous verrez, selon les constructeurs, vous allez voir les mots, c'est vraiment un peu différent, mais faites seulement des recherches. Si vous avez Acer, vous avez HP, vous avez Toshiba, hein, cherchez, selon les modèles de votre machine, vous pouvez chercher est-ce que ma machine supporte la virtualisation ou comment accéder dans les BIOS pour activer la virtualisation. Voilà. Là, Hyper-V est installé. Bon, ça, c'est une machine virtuelle. Hein. J'ai fait de la virtualisation dans la virtualisation. Si vous allez là, vous allez voir Hyper-V Manager. Il est là. Et vous pouvez créer des machines virtuelles. Ça, c'était juste pour vous montrer la procédure. Hein, comment vous pouvez activer l'Hyper-V sous Windows 10. C'est la même avec Windows 11, la même procédure. Alors, je reviens sur ma machine, hein, ici, physique. Ma machine aussi, c'est Windows 10. J'avais déjà activé. Ça, c'est la machine que j'ai créée, juste pour vous montrer comment activer. Maintenant, dans la télé, il était question de créer maintenant. On a vu comment activer la fonctionnalité. Maintenant, nous allons voir comment maintenant créer des machines virtuelles. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps dans l'installation, tout ça, j'ai opté pour Ubuntu Desktop. Hein, on va créer une machine virtuelle avec Ubuntu Desktop parce qu'avec ça, on a la possibilité de ne pas complètement installer le système d'exploitation, mais tout simplement de tester sans installer. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire très bientôt. Si vous êtes prêts, allons-y avec la création de la première machine. Tout d'abord, vous devez, avant de créer, réfléchir quelles sont les quantités de ressources que je vais octroyer à la machine que je vais créer. Il faut les savoir, le minimum requis. Par exemple, pour Windows 10, le minimum requis, c'est au moins 10 gigas de mémoire, hein, et plus ou moins 30 gigas d'espace de disque. Hein. Donc, vous devez savoir un peu que les systèmes d'exploitation que je vais installer, quelles sont les ressources que je vais l'octroyer. Tout en tenant compte également aussi des ressources restantes de votre machine physique. Hein. Alors, comment vous pouvez savoir les ressources restantes de votre machine physique? Juste, vous faites un clic droit, vous allez dans Gestionnaire des tâches. Lorsque vous êtes dans Gestionnaire des tâches, vous allez dans Performance. Là, vous pouvez voir les ressources. Hein? Oui, ma machine a 16 Go, donc j'utilise 53% des ressources. Donc, j'ai 47% des ressources restantes. Les CPU aussi, vous voyez, je n'utilise que 17% de sa capacité. Donc, j'ai assez de ressources pour les CPU, j'ai assez de ressources pour les mémoires. Mon disque, c'est SSD. Hein? Juste, il faut voir la taille du disque, c'est 400 GB. Vous devez voir aussi, il vous reste combien d'espace disponible dans votre disque. Donc, ce sont surtout ces trois ressources-là que vous devez considérer avant de faire
vos tests de virtualisation? Est-ce que vous avez, votre CPU ne fonctionne pas en full parce qu'il y a tellement d'applications de processus qui tournent derrière? Est-ce que votre mémoire n'est pas full? Est-ce que vous avez assez d'espace de disque dur? Si vous répondez par l'affirmatif, alors commencez maintenant à créer vos machines virtuelles. Tel qu'avec moi, je ne peux pas virtualiser au-delà de 3 machines. Hein. Donc, je vais directement saturer la mémoire ou peut-être les processeurs. Les processeurs sont assez puissants, mais la mémoire, je peux les saturer. Donc, si vous avez déjà une machine qui a plus ou moins 8 Go de mémoire, vous pouvez plus ou moins créer des machines virtuelles. Parce que dans le cas présent, comme on a dit, les systèmes d'exploitation de cette machine, de la machine qui a l'hyperviseur, cette machine-là on l'appelle la machine host. Donc, le système d'exploitation de la machine host, lui aussi, il utilise une partie de la mémoire. Il utilise aussi une partie des disques durs, une partie des CPU. Donc, ce sont les éléments à prendre, ce sont des prérequis ou des éléments à prendre en compte. Maintenant, nous allons créer des machines avec Ubuntu Desktop. Bon, Ubuntu ne consomme pas vraiment assez en termes de mémoire. Je vais dédier aux deux machines 2 Go de mémoire. Et bon, comme je vais juste lancer cela en mode test, je n'aurai pas installé. Je vais seulement dédier 5 Go de disque dur, de stockage. Alors, c'est parti. Il y a des questions? Voilà, vous avez des méthodes pour créer des machines virtuelles. Vous avez la méthode rapide, mais je vous déconseille ces méthodes parce qu'il va vous créer il va en fait dédier les ressources par défaut. Parfois, il va dédier plus de ressources que vous avez. Par exemple, pour l'espace du disque, par défaut, il va vous mettre 127 Go. Et imaginez que vous n'avez pas cet espace de disque. Alors, je vous déconseille cette méthode. Vous voyez, il voit même déjà les systèmes d'exploitation que vous pouvez utiliser. Il les détecte. Mais je vous déconseille cette méthode rapide parce que ça va vous amener après à encore à réajuster. Donc, j'aimerais que vous travaillez maintenant comme des pros. Donc, vous-même, vous allez personnaliser les différents paramètres, les différentes affectations des ressources. Je fais un clic droit. Nous allons dans Nouveau. Et puis, j'ai choisi Virtual Machine. Donc ici, vous avez la possibilité de virtualiser un disque dur, de virtualiser directement une machine. Mais nous allons virtualiser une machine. Voilà. Je fais suivant. On va donner cette machine, je vais l'appeler Ubuntu 1. Voilà. Ici, vous devez choisir l'emplacement où vous allez stocker les fichiers de votre machine virtuelle. Alors moi, je vais les mettre dans cet emplacement où j'ai de l'espace disponible. C'est toujours en local. Hein? Voilà. Oui, allez-y. Ok. Je l'avais montré lorsque j'étais de l'autre côté. Alors, je reviens. Juste, vous devez taper Hyper-V. Vous voyez? Et vous avez Hyper-V Manager. C'est bon? J'ai répondu à la préoccupation? Ok. Ça va, je vais poursuivre. Hein? Donc, on était là. C'est ici que je vais stocker les fichiers de la machine virtuelle. Je fais suivant. Choisissez la génération 2. Pourquoi? Parce que la génération 2 offre un peu quelques avantages. Il y a l'optimisation. Je ne vais pas peut-être aborder ça ici. On verra ça dans la formation un peu beaucoup plus avancée. Mais je vous conseille d'utiliser la génération D. Hein, n'utilisez pas la génération 1. Si vous voulez avoir un peu de fonctionnalités un peu avancées. Suivant. J'avais dit je vais dédier 2 Go de mémoire, hein, 2048. Ici, il nous dit, il vous demande, vous voulez que la mémoire de la machine puisse être dynamique? En tout cas, je vous déconseille. Pourquoi? Si vous laissez dynamique, ça peut présenter un avantage au cas où vous n'utilisez pas assez de ressources. Vous ne faites pas tourner assez d'applications sur votre machine virtuelle. Là, vous gagnez. D'autres machines peuvent gagner s'ils ont besoin de plus de ressources.
Alors, l'inconvénient maintenant, si cette machine demande beaucoup, il peut aller même jusqu'à utiliser la totalité de quoi? De la mémoire de la machine host, de la machine qui reçoit des machines virtuelles. Donc là, la gestion de la mémoire est dynamique. Alors, je vous déconseille ça. Parce que moi-même, j'en ai vu un peu l'inconvénient. Peut-être que si vous savez que vous n'allez pas trop utiliser, parce qu'il peut arriver que vous affectez des gigas, mais vous utilisez que 1 giga. Là, vous gagnez. Si vous êtes sûr que cette machine ne va pas beaucoup utiliser en termes de mémoire, laissez dynamique. Mais si vous n'êtes pas sûr, ne mettez pas dynamique. Vous risquez d'affecter le fonctionnement de vos machines virtuelles. Je désactive. Donc là, j'ai affecté une mémoire fixe de 2 gigas. Suivant. Alors, nous y reviendrons par rapport à la connexion ici. Ici, c'est là où il faut configurer maintenant la carte réseau. On va y revenir. Je fais suivant. Et là, il me donne un résumé. Ta machine s'appelle Ubuntu 1. Je vais créer aussi un disque qui s'appelle Ubuntu 1 et l'extension VHDX. DX, c'est l'extension du fichier du disque dur virtuel. Hein. Il va créer une machine virtuelle. Il va aussi créer un disque dur virtuel dont le nom est là. Je peux changer le nom. Je peux mettre un autre nom, mais je laisse que le nom puisse être le nom que j'avais donné à la machine. Vous voyez, par défaut, il me présente, non, il te faut un espace de disque de 127 Go. Moi, j'avais dit, non, je vais mettre 5. Vous pouvez customiser ça. Et il vous dit, vous pouvez aller même jusqu'à 64 Tera. Donc, la machine virtuelle peut supporter jusqu'à 64 terabits d'espace de disque. Voilà. Ici, il vous dit, si vous avez déjà un disque dur virtuel existant, vous pouvez attacher ici. Ça peut être dans le cas où, par exemple, vous avez créé une machine virtuelle dans un autre ordinateur. Et comme c'est un disque dur virtuel, c'est un fichier. C'est comme un fichier que vous pouvez copier dans un flash. Vous l'amenez dans une autre machine et c'est ici que vous pouvez attacher. Je ne sais pas si vous comprenez. S'il y a des questions, on y reviendra. Vous pouvez aussi décider, non, je crée seulement la machine, mais je ne crée pas les disques durs virtuels. Parce que peut-être que je vais attacher un disque dur virtuel après. Mais dans notre cas, je crée la machine, je crée aussi les disques durs virtuels. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Et je fais suivant. Alors ici, maintenant, il me dit, bon, tu vas créer ta machine virtuelle, mais il faut aussi installer un système d'exploitation. Je peux soit décider de l'installer plus tard, ça c'est l'option par défaut, ou directement décider de l'installer. Alors moi, j'ai dit, on va l'installer plus tard, parce que je vais vous montrer dans les paramètres comment vous pouvez le faire à partir des paramètres. Ajouter des fonctionnalités, de paramètres que vous n'avez pas fait. Je fais suivant. Et là, il me donne un résumé. Votre machine s'appelle Ubuntu 1. C'est un VM de deuxième génération, une machine virtuelle de deuxième génération. La mémoire, c'est 2 gigas. Vous n'avez pas attaché la carte réseau virtuelle, parce qu'ici, tout est virtuel. Hein. Voilà votre disque dur virtuel. Il est même stocké là. Et vous n'avez pas aussi attaché un système d'exploitation pour démarrer votre machine. Et voilà, ça va, je le ferai plus tard. Finish. Et là, il est en train maintenant de créer. Voilà. La machine virtuelle est créée, mais il est dans le statut, il est off, il est fermé, il ne tourne pas encore. Alors, nous allons maintenant créer la deuxième machine virtuelle. Je vais aller un peu plus vite. Donc, je vais vraiment faire le même paramètre que celui-ci. C'est mal les noms différents. Ubuntu D. Je vais les stocker au même endroit. Suivant. Deuxième génération. Suivant. Mémoire D48. Pas dynamique. Suivant. 5. OK. Suivant. Voilà. Je viens de créer des machines virtuelles. Maintenant, allons-y dans les paramètres. Nos machines sont fermées. C'est comme si on n'a pas branché, on n'a pas démarré. Allons-y dans les paramètres de la première machine. Mais avant même d'y aller, nous allons faire quelques opérations. Dans les TP, j'avais dit, nous devons
faire communiquer nos deux machines à travers un réseau interne et aussi à travers un réseau externe. Donc, nous devons les connecter à un réseau. Alors, je vais vous montrer maintenant comment nous allons créer un switch virtuel où nous allons connecter nos machines. Pour créer un switch virtuel, vous allez juste dans le volet qui est à ma droite. Vous allez là. Vous allez dans Virtual Switch Manager, hein, en français. Ça sera un commutateur virtuel. Il y a déjà un default qui est là, un switch default. Moi, je ne vais pas l'utiliser. Alors, vous voyez, il est attaché, il n'est pas attaché à quelque chose. Hein. Moi, je ne vais pas l'utiliser. Moi, je vais créer mon commutateur à moi, un petit switch, hein, en français commutateur. Pour la communication interne, vous voyez, vous pouvez faire pour la communication externe, interne. On va aborder ce dé-là. Hein. Pour la communication interne, je vais créer aussi un switch que je vais appeler switch internal. Internal. Pour notre cas, la fonctionnalité, c'est internal. Vous avez vu comment j'ai choisi ça? Hein? Je valide. Donc, ce switch-là, c'est pour juste un réseau interne. Interne en quoi? Un réseau interne pour les machines virtuelles, pour la communication de ces machines virtuelles. Ce n'est pas rattaché à un réseau externe. C'est comme si, même si je suis connecté à un réseau local, mais ces machines-là ne sont pas rattachées à ces réseaux locaux. Ils forment leur réseau à eux au niveau de l'hyperviseur. Ensuite, je vais créer un autre switch qui sera rattaché au réseau externe, que je vais appeler switch external. External. Voilà. Comme je vous avais dit, je peux les rattacher à une carte de bouclage, c'est-à-dire une carte que je crée dans ma machine, dans les cas où ma machine n'est pas connectée à un réseau physique existant. Mais moi, je suis connecté à un réseau existant, à mon réseau Wi-Fi de la maison. Ça veut dire que cette machine, quand je vais connecter les machines ici, ils auront aussi accès à Internet, parce que mon réseau a Internet. Ah, il risque de me couper la connexion. C'est ce qu'il m'avertit. Alors les amis, je ne vais pas faire ça. Si je fais ça, vous allez... Bon, ça va couper, ça va revenir. Hein? Attendons voir. Hein? Voilà. Voilà, je vais partager mon écran à nouveau. OK. Je vais lancer encore notre hyperviseur. Vraiment, un souci s'est produit là. Je n'ai plus de machine virtuelle. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hyper-V. Il s'est passé quelque chose. Je vais redémarrer les services. Je vais redémarrer les services des gestionnaires et voir ce que ça va donner. Hein. C'est un dépannage que nous allons faire ensemble. Hyper-V VOS. Voilà, je vais redémarrer ces services. Comme ça. J'ouvre à nouveau. Je lance. OK. Voilà.
Bon, je vais essayer de me connecter ici en local. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ces problèmes réseau, je vais redémarrer tous les services. Voilà, je vais redémarrer les managers ici. Ah, c'est le service Hyper-V. Vous avez vu, hein? Hyper-V Virtual Machine Manager s'est arrêté. Je vais les démarrer maintenant. Je pense que c'est ça qui a fait qu'il n'y avait pas de machine. Ok. Voilà. Donc c'était ça. Donc si vous voyez, hein, les machines disparaissent, ne paniquez pas. Allez-y juste dans le service et regardez si Hyper-V Virtual Machine Manager tourne ou pas. Il s'était arrêté avec ces chocs réseau là. Peut-être pour protéger la machine, il s'est arrêté. Voilà. Comme je vous avais montré, j'avais déjà créé un switch pour internal. On va créer un switch pour external. C'est pourquoi je dis on va créer une carte réseau de bouclage, hein, que nous allons simuler à un réseau externe. Parce que ça va nous permettre, vous voyez, avec ces réseaux ici, ça sera, les machines virtuelles vont seulement se communiquer entre eux. Mais ma machine physique ne va pas se communiquer avec ces machines virtuelles. Mais avec les réseaux que nous allons créer, ça sera un réseau qui va mettre en communication ma machine physique et les machines virtuelles. C'est ce qu'on va appeler external. Alors, je vais créer ces réseaux-là. Dev, je vais aller dans Device Manager. Voilà comment on va créer une carte réseau de bouclage. Une fois que vous êtes là, vous allez dans Action. Hein? Donc, vous choisissez votre machine là. Vous allez dans Action, Add Legacy Hardware. Juste pour m'assurer que l'enregistrement est en cours. Voilà. Vous allez dans ici, Install Hardware. Deuxième option. Et vous allez dans... Vous allez partir dans... Attendez. Voilà. Network Adaptateur. Voilà, il va nous montrer les différents pilotes qui existent. On va prendre Microsoft. Voilà. On va prendre Microsoft. Et dans Microsoft, ici, on va chercher... vous avez vu? Microsoft KM Test Loopback Adaptateur. Ça sera bouclage hein, en français, hein, quelque chose comme ça. Suivant. Suivant. Il va nous créer une interface loopback. Hein. Voilà. Voilà. Donc, si vous venez dans les 4 réseaux ici, moi, j'en ai à créer beaucoup. Hein. C'est les 4e ici que je viens de créer. Donc, on va utiliser la carte de bouclage Microsoft KM comme réseau externe. Hein. Je reviens sur Hyper-V Manager. Dans Virtual Switch Manager, je choisis external. Hein. Je crée un switch externe que je vais nommer switch external. Je vais attacher au bouclage, à carte de bouclage 4 que j'avais créé. Et je valide. Ça n'aura aucun impact cette fois-ci. Je ne vais pas perdre la main parce que c'est juste une carte réseau virtuelle. Voilà, c'est fait. Alors là, je viens de terminer la configuration de mon switch virtuel. Hein. Donc, j'ai des switches. Un, c'est connecté au réseau interne, donc le réseau qui servira à communiquer les machines virtuelles entre elles. Et l'autre connecté au réseau externe, c'est le réseau qui me permettra d'entrer en communication avec mes machines virtuelles. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Hein? Okay. Merci. Maintenant, je vais maintenant procéder à l'installation de mes deux machines. Comme je vous avais dit, hein, vous pouvez faire clic droit, vous allez dans les paramètres,
voyez, ça, c'est comme si vous entrez dans la configuration de votre machine. Vous voyez, il a un seul processeur virtuel, 2 Go de mémoire, ça c'est les disques durs. Vous pouvez même inspecter la taille de ces disques. Ça doit être 5 Go, ouais, c'est 5 Go. Hein, et il vous montre la consommation, l'utilisation actuelle, c'est juste 4 mégas. Mais ce que j'aimerais faire ici, j'aimerais attacher quoi mon système d'exploitation. Donc mon fichier ISO, hein, il sera comme lecteur DVD. Je viens là, image, file, et je vais chercher l'emplacement de ces fichiers. J'avais dit je vais prendre Ubuntu Desktop. Alors je prends Ubuntu Desktop. Voilà. J'attache, c'est tout. Et je reviens là. Je démarre ma machine. La machine va démarrer. Je fais la même chose sur le deuxième. Clic droit. Settings. Je viens dans le contrôleur qui est là. SCSI. J'ajoute les DVD. Je cherche mon image ISO dans l'emplacement où ça se retrouve. Je peux attacher, hein, je peux utiliser les 2 images à la fois. Hein, ça fonctionne pour l'installer sur des différentes machines, la même image. Voilà. J'attache. Et puis je démarre. Alors pour voir, vous voyez ici, cet écran affiche un peu les statuts. Hein, voilà. Donc juste vous double-cliquez. Ça, c'est une possibilité. Vous double-cliquez pour entrer dans l'écran de votre machine ou vous faites clic droit, connect. Voilà. Alors, il me dit, voilà, il n'a pas vu un fichier de démarrage. Tout simplement pourquoi? Parce que quand il démarrait, il m'avait demandé d'appuyer sur des touches. Hein. J'ai fait reset. Un instant. Il ne voit pas les OS. Je rentre encore dans paramètres. Je reviens dans... C'est ça le problème. Alors, je vais vous expliquer. En fait, là, il est en train de lancer un démarrage. Oui? Non, c'est pas le problème des parfaits. Ici, c'est quoi? Vous voyez, Hyper-V, Microsoft a déjà par défaut fait en sorte que on utilise Hyper-V uniquement pour ses produits à lui, ses OS à lui. Vous voyez, il a même activé les démarrages sécurisés pour les produits, hein, pour les templates des produits Microsoft. Vous voyez, Enable Secure. Alors maintenant, là, moi, j'aimerais faire tourner Ubuntu, qui est Linux. Donc, je dois changer ces paramètres. Alors, pour les faire, oui, je dois éteindre les machines. Je dois éteindre les deux. Je les éteins. Ensuite, je rentre encore dans le paramètre. Je viens là et je désactive ça. Hein? Je fais la même chose sur les deuxièmes machines. Je vais là et je désactive ça. Parce que je n'utilise pas une template Windows, mais c'est une template Linux. Ensuite, je lance encore. Voilà. Et je vais faire connect. Voilà. Là, ça a l'air de démarrer. Voilà. Ça a pris, ça démarre. Je vais aussi dans l'autre ici. Je fais démarrer. Là, je fais connect. En attendant, ça démarre. Je reviens sur l'autre ici, le premier. Vous pouvez fermer votre micro, hein, il y a des échos. Hein. Voilà. Voilà. Je reviens sur celui-ci. Le démarrage est toujours en cours. Vous voyez, si il avait donné des options que moi je n'ai pas appuyées, voilà, il va me donner cette option. Il dit, soit vous installez, là vous copiez vraiment le système d'exploitation sur les disques durs, ou soit vous testez, là il va juste copier le système d'exploitation sur la mémoire. Hein. Donc,
Ubuntu donne cette possibilité-là. Vous pouvez tester vraiment son OS sans installer complètement les systèmes d'exploitation, juste pour faire un test. Ok. Ça aussi, c'est la même chose. Je dis, je fais juste un test. Je ne vais pas installer. J'ai choisi ça juste pour gagner en temps. Vous pouvez même tester avec les produits Windows. Hein. Mais là, ne désactivez pas les boot secure. Voilà, je suis dans la machine. OK. Si vous n'êtes pas habitué à Ubuntu, ne vous en faites pas. Ça, c'est juste pour faire un test. Euh, exactement. Voilà. Alors, je vais dans Ubuntu, là. Il reste une autre chose à faire. Hein, c'est les connecteurs maintenant au des réseaux. OK. Ouais, ici, j'ai juste une seule carte réseau. Alors, je peux ajouter une deuxième carte réseau pour avoir les deux réseaux hein, différents. Hein. Donc, je viens là, j'ajoute un autre adaptateur, j'en ai ménadé. Alors, je vous signale, je suis en mesure de faire ça parce que j'avais choisi Hyper-V Génération 2. Avec Génération 1, vous ne pouvez pas, avec une machine qui tourne, ajouter dynamiquement une interface ou une ressource. Mais avec ça, c'est quand même possible. Donc, vous voyez, les deux switches. Hein. Donc, j'attache la première carte réseau au réseau interne et j'attache les deuxièmes quatre réseaux au réseau externe. Pourquoi il refuse? Pas de problème. Bon, je vais faire d'abord peut-être que parce que je suis en train d'utiliser. Oui, non, je pense que je suis en train d'utiliser un OS qui est test. J'attache d'abord à ça. File modify device Ether connection. Ok. Je vais voir quelque chose un instant. Internal. Bon, on va utiliser Private Network. Ok. Je reviens. C'est un bug. C'est un bug. Pourquoi il ne veut pas ajouter ça? Bon, on travaille d'abord avec les réseaux externes. Il n'y a pas de problème. Je vais essayer de comprendre ces bugs-là. Ici, je n'ajoute pas. Je connais toujours dans les réseaux externes. OK. Donc, j'ai deux machines connectées au réseau externe. Hein. Vous voyez? Ils sont connectés au réseau externe. Et je vois, il y a apparemment des gens qui demandent l'accès. Non. Voilà. Maintenant, j'entre dans les machines. Hein. Je vais dans les paramètres du réseau. Ça, c'est le réseau qui est connecté. Je vais juste manuellement définir une adresse IP. Lui, c'est 1. Bon, je ne mets pas la passerelle parce que c'est pas un réseau routé. Je suis un réseau local. Lui, je lui ai mis 1. Je vais dans le deuxième machine, dans les réseaux là, paramètres. C'est cette carte réseau qui est connectée. IPv4, manuel. Lui, je vais lui donner 10, 10, 2.
255, 255, 255, 0. Et je valide. Alors, pour me rassurer que mes deux machines se communiquent, je vais lancer les terminales, hein. Je vais lancer les terminales. Un instant, pardon. Je vais lancer les terminales. Voilà. Je vais pinguer 10, 10. La machine 1, c'est 1. Hein. Vous voyez que je les ping. Hein. Vous voyez que je les ping. Hein. Donc, il y a la communication réseau entre les deux machines. Hein. Donc, je vais faire l'opération inverse ici. Dit 0002. Voilà, il se ping. Hein. Maintenant, je vais voir si à partir de ma machine aussi, je peux pinguer ça. Alors, puis pinguer à partir de ma machine, donc je dois configurer aussi sur l'interface des boucles. Vous vous rappelez, non? Le switch a été connecté sur l'interface de bouclage 4. Donc, je vais voir, je vais chercher ça. Interface de bouclage 4. C'est pas ça. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Interface de bouclage 4. Où es-tu? Voilà, c'est ça. Donc, je vais... Il y a quelqu'un apparemment qui demande l'accès. Voilà. Alors, je vais paramétrer aussi. Non, pas à ce niveau-là. Il a créé, voilà, c'est Virtual Switch ici. External, c'est ici que je vais configurer. Voilà. Je vais configurer les réseaux. 10, 10. Ici, je vais donner ça 3. Voilà, 3. C'est fait. Alors, je vais voir si je vais pinguer bis 001. Voilà. Ça passe, hein? Je vais pinguer 2. Voilà. N'est-ce pas? Et depuis les machines aussi, je vais voir si je vais pinguer ma machine. 10, 0, 0. Voilà. Vous savez pourquoi il ne ping pas ma machine? Vous savez pourquoi? Parfait. C'est parfait. Si je désactive les parfaits, vous allez voir, il va me pinguer. Donc, c'est un peu difficile. Windows Defender, mon antivirus, c'est ça qui gère les parfaits. Je vais... Attention, est-ce que j'ai la possibilité de le mettre? Ça va demander beaucoup de choses, hein? Donc, c'est juste ça qui bloque. Voilà, les amis, nous venons de terminer cet atelier avec un peu des aléas techniques, des surprises, mais c'était aussi bien, ça nous a permis d'apprendre. Donc, nous avons parlé ici de la virtualisation. On a vu les concepts de virtualisation. Ça consiste tout simplement à faire tourner, dans notre cas, hein, de systèmes d'exploitation sur d'autres systèmes d'exploitation. Donc, c'est une représentation logicielle, par exemple, de machines virtuelles, des stockages, des switches, ainsi de suite. Et dans notre cas, nous avons utilisé Hyper-V qui est placé comme un hyperviseur de type 2. C'est-à-dire, lui, les hyperviseurs de type D sont faits pour de grandes architectures réseau. Ils ne sont pas comme des applications
installés sur des systèmes d'exploitation, mais et ils gèrent les ressources matérielles de la machine physique. Et on a vu comment activer cette fonctionnalité sous Windows 10, qui est la même chose pour Windows 11. Et ensuite, nous avons créé des machines virtuelles et on a créé aussi, vous avez vu comment attacher un DVD, des fichiers ISO. Vous avez vu comment attacher ces machines au réseau, comment créer les réseaux virtuels. Bien qu'on a connu un peu une difficulté avec les réseaux internes, il y a eu une erreur. Je vais voir ça, je vous dirai c'était quoi les problèmes un peu plus tard. Donc voilà en somme ce que devait être notre atelier. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si j'ai dit des choses qui ont suscité des questions, vous pouvez les mentionner. Mais veuillez noter que vous avez là appris juste une infime partie. Ce sont juste des notions de base. Il y a beaucoup à faire avec Hyper-V. Beaucoup de fonctionnalités à faire Hyper-V. Beaucoup de manœuvres, beaucoup de gymnastiques. Mais là, on a déjà eu des bonnes bases sur lesquelles on pourra bâtir sur d'autres fonctionnalités avancées. Alors, c'est à vous maintenant de vous expliquer si vous avez des questions.